Değerli izleyiciler, Avrupa Parlamentosu'ndan sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Biz bu programımızda özellikle İstanbul Sözleşmesi olarak adlandırılan ama tam özlü olarak kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlara karşı mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi artı tabii bu sözleşmenin gözetimi, denetimi yani monitoringi için görevlendirilen Grevio yani kadınlara karşı şiddet ve ev içi şiddete karşı uzman eylem grubu bunlar ne yapıyor? Avrupa Parlamentosu daha yeni bu konuda bir rapor hazırladı. Avrupa Birliği'nin de bir bütünen bunu kendi iştihatında kabul edip uygulaması için zira sadece kadınların şiddete maruz kalması işte bilindiği gibi kimi geri kalmış vesaire ülkelerden değil Avrupa'nın çalışan ya da çalışmayan her kesimi içerisinde meslek sahibi olan ya da olmayan siyasette olup olan ya da olmayan hatta iş kadınlarının dahi çok önemli bir kısmı maalesef diyoruz çok önemli bir kısmı şiddete maruz kalıyor hatta öldürülüyor. İşte biz bu programda bunu işleyeceğiz. Tabii Avrupa Birliği'nin şu an gidişatı ne o yönlü perspektifler de sunuluyor. Zaman buldukça kısmen de olsa bu konuya da değineceğiz. Hemen misafirimize dönüyoruz. Misafirimiz bu konunun raportörü. D'abord, soyez bienvenue sur notre plateau, Madame Christine Revolt Dallon Bonfoy. Merci beaucoup de m'inviter. Donc, notre sujet principal, ce sera votre rapport, donc, qui est focalisé sur la violence contre les femmes, à la fois la violence en fait domestique, mais aussi dans toutes sortes de violences à l'égard des femmes. La situation est alarmante selon votre rapport. Donc, d'abord, quelle était la nécessité de faire un tel rapport? Il faut juste souligner que l'Union européenne s'engage à signer pour le moment cet rapport, cette plutôt convention. Donc la convention dite d'Istanbul, qui a été signée en 2011 par un certain nombre d'États, invite tous les États signataires à respecter un certain nombre de règles, de principes juridiques pour protéger, prévenir et poursuivre toute personne qui peut être susceptible d'être coupable de victime envers les femmes. Donc c'est une approche globale et générale, c'est un texte international, une convention qui est juridiquement contraignant, à laquelle au sein du Conseil de l'Europe, nous avions jusqu'alors les 28 États qui l'avaient signé, mais nous n'en avons que 14 États membres de l'Union européenne seulement qui l'ont ratifié, donc qui, dans la réalité de leur droit pénal notamment, l'appliquent. Et il nous semblait absolument nécessaire, c'était la volonté de la Commission européenne et c'était la volonté des députés européens, qu'il y ait à côté des États membres de l'Union européenne aussi l'Union européenne en tant que telle qui est au-dessus des États membres et qui pourrait offrir une garantie à toutes les femmes, quel que soit leur lieu de résidence en Europe. Donc c'est l'objet de cette signature qui a été faite par le Conseil au mois de juin de cette année, simplement sur 2 volets de la Convention d'Istanbul et malheureusement pas sur l'ensemble de ce qui est prévu dans la Convention d'Istanbul. La raison est très simple, c'est que, vous le savez, au sein de l'Union européenne, il y a des États membres qui se sentent profondément européens et qui sont prêts à partager ce droit et donner des compétences pleines et entières à l'Union européenne, et des États membres qui considèrent que c'est leur propre droit national qui prime. Donc nous avons quand même eu cette première signature, c'est un pas en avant, et il fallait que le Parlement européen se prononce sur cette signature et surtout l'étape d'après qui va être la plus importante, c'est-à-dire la ratification. Tant qu'il n'y a pas ratification, il n'y a pas obligation législative contraignante pour l'ensemble des États membres.
Avant de poser la question quels sont les États en fait réticents, je vais d'abord dire quelle est la situation. Avec bon, les chiffres des fois ça veut rien dire, mais quand même sont importants pour un peu comprendre la Je vais situation. vous en donner deux, parce qu'on pourrait en donner beaucoup plus des chiffres, mais malheureusement, ils sont terribles. Les femmes, ce sont quand même la moitié de la population mondiale. Il y a une femme sur trois qui, dans sa vie, sera victime de violences. En France, je n'ai malheureusement pas les chiffres au niveau européen et je crains qu'ils ne soient pas meilleurs. En France, alors même que nous avons des dispositions législatives nationales importantes, tous les 3 jours, une femme meurt suite à des violences qu'elle a subies, et notamment des violences domestiques. Ce sont des chiffres terribles. Surtout domestique apparemment. Pas surtout, mais Parce qu'au aussi moment où on domestiques. dit que c'est soit, en fait, en général, c'est le mari ou l'ex-mari ou l'amant, etc., ça rentre un peu dans la sphère familiale, n'est-ce pas? Ça peut être. Les violences domestiques sont l'une des plus préoccupantes parce que c'est le lieu où il est le plus difficile d'intervenir. On est forcément dans un espace privé et il y a une contrainte psychologique énorme généralement pour la femme pour oser sortir du lieu de domicile et aller devant les autorités de police pour dire voilà, mon mari, mon compagnon, mon ex-compagnon m'a battu ou m'a battu devant les enfants. C'est extrêmement compliqué quand on est dans la sphère domestique pour démontrer, et c'est l'objet de cette Convention d'Istanbul, que ce n'est pas un problème d'ordre privé, d'ordre domestique, mais c'est un problème d'ordre public parce que les risques sont énormes. Quand je vous parle d'une femme qui meurt tous les 3 jours, c'est absolument catastrophique. Et en plus, la seule raison pour laquelle elles sont victimes de ces violences, et cela peut déboucher jusqu'à ces décès, à ces crimes, c'est uniquement du fait de leur genre, simplement parce qu'elles sont femmes. Donc voilà, on revient à la question de manière claire. Il faut dire quels sont les États en fait réticentes. Et aussi, je vois en fait certaines femmes personnellement, on sait très bien qu'ils font un magnifique travail ici au sein du Parlement européen. Qu'ils ont travaillé pour la cause des femmes. Madame Roberska, ancienne en fait présidente de la commission des femmes, qui s'oppose à votre rapport, n'est-ce pas? Oui. Alors, parmi les États qui n'ont pas ratifié, ou qui ne souhaitent pas ratifier, ou qui sont extrêmement réservés, il y a différents cas possibles. Je vais vous donner un exemple extrême. L'Allemagne l'a signé, elle n'a pas ratifié. Si elle n'a pas ratifié, ce n'est pas parce qu'elle considère que ce n'est pas un problème, la violence faite aux femmes, c'est parce que l'État allemand aujourd'hui considère que son droit pénal national est plus protecteur que la Convention d'Istanbul. Donc elle a émis ce qu'on appelle des réserves. Les réserves, c'est ce qui permet de ne pas aller jusqu'au bout du processus. Nous pensons au contraire que cela n'empêche pas, être signataire de cette convention et l'avoir ratifiée, n'empêche pas de donner une protection, même si elle est moins importante, mais au moins elle a l'avantage d'être uniforme et homogène partout au sein de l'Union européenne pour permettre, dans le cadre de la libre circulation des personnes et donc des femmes et des filles, d'être protégées de la même manière. Il y a aussi, et c'est le cas de la rapporteure dont vous citez le nom, des situations beaucoup plus complexes et qui sont liées à un rapport entre la religion, les religions, pourrais-je dire, et l'ordre public. Est-ce que l'État, est-ce que le droit pénal, est-ce que tout ce qui fait société est plus important que ce qui est proposé dans la religion? Moi, j'ai envie de dire plutôt l'utilisation de la religion pour des mauvaises raisons, mais de considérer que la famille et ce qui se passe au sein d'un domicile, l'État n'a pas à intervenir. Donc c'est sur ces principes un peu obscur, pour ma part, que certaines personnes, des députés hommes et femmes, se sont opposés à cette signature et cette ratification. Et il y a eu notamment de la part des députés polonais qui sont membres du groupe ECR, c'est-à-dire celui qui est proche du parti au pouvoir en Pologne, une opposition totale et qui s'appuie uniquement sur cette base-là, de considérer
que la question des violences, la question de tout ce qui se passe en famille ne doit pas être réglementée, il ne doit pas y avoir ni protection, ni prévention, ni poursuite dans la mesure où c'est au chef de famille de faire un peu la loi chez lui. Voilà. C'est complètement rétrograde, mais c'est la réalité dans certains pays et ils utilisent la religion, pour la Pologne, c'est la religion catholique, pour ce genre de version qui est pour moi du Moyen-Âge. De toute façon, si elle avait un remède, la religion pouvait jusqu'à maintenant appliquer, n'est-ce pas? C'est un total dévoiement de la religion. La religion, certes, c'est dans la sphère privée, mais pour ce qui est des questions d'ordre général et d'ordre public, c'est la loi qui doit s'appliquer à tous, quelles que soient les confessions religieuses, qu'on croit ou qu'on ne croit pas d'ailleurs. Donc cela, comment a reflété sur la vôtre? Peut-être vous pouvez dire quelques mots. Sur le vote, quand on regarde, nous avons eu, je dirais, 2/3 de députés européens qui étaient très favorables à cette signature et au fait que l'Union européenne s'engage pour lutter contre les violences faites aux femmes, et 1/3, c'est quand même pas rien, qui étaient hostiles pour tout un tas de raisons. Il y avait ceux, bien sûr, que l'on connaît bien au Parlement européen qui considèrent que rien ne doit être fait au niveau européen, que l'Europe n'est pas la solution, que ce sont les souverainetés nationales qui doivent établir la loi. Il y a ceux dont je vous parlais qui utilisent, dévoient la religion, qu'elle soit catholique, musulmane ou quelque religion que ce soit, pour dire ce n'est pas à l'État ou à l'Union européenne d'intervenir, c'est dans le cadre de la famille que les choses se règlent. Donc il y a eu une espèce d'agrégation pour des raisons différentes, mais qui ne vont absolument pas dans le sens du progrès, absolument pas dans le sens de l'évolution de la société de nos jours, et qui est inquiétante, mais côté positif, nous sommes très majoritaires à y être favorables et c'est ce qu'il faut retenir. Un mot sur la Grande-Bretagne. Est-ce que vous savez pourquoi ils n'ont pas ratifié, pardon? Ils ont émis des réserves un peu pour la même raison. Alors, pour deux choses. C'est pas des catholiques, là c'est plutôt les anglicans. C'est absolument pas pour des questions de religion, mais c'est pour des questions de nous avons notre droit à nous. Vous savez, les Britanniques souvent considèrent qu'ils sont, qu'ils ont une forme d'excellence et en termes de protection juridique, ils estiment que c'est suffisant ce qu'ils proposent chez eux. Mais je peux vous dire que dans mon groupe, puisque j'ai des députés britanniques du parti du Labour, ils ont tous voté évidemment et je dois rendre un hommage tout particulier à Madame Mary Honeyball qui avait été précédemment rapporteure sur un rapport concernant la situation des femmes réfugiées. Et nous le pointons d'ailleurs dans notre rapport. Madame Mary Honeyball, qui est britannique, a voulu qu'on mette en place un certain nombre de propositions de protection pour les femmes réfugiées qui ont été, notamment dans les mouvements qui sont arrivés depuis 2014, vraiment victimes de violences et il y avait une réelle forme de discrimination entre les femmes et les hommes réfugiés et elle avait proposé des mesures spécifiques pour elles et nous l'avons bien évidemment repris dans ce rapport, mais ça démontre que tous les Britanniques ne sont pas hostiles. Donc je vais juste dire que la Turquie ne rentre pas dans le cadre de votre rapport. Elle est signataire de la Convention d'Istanbul. Ce que je voulais dire, mais la situation, selon en fait les organisations liées à la question, disent que la situation s'empire. Alors, vous avez, je ne comprends malheureusement pas le turc, mais j'ai compris ce que vous avez donné un mot qui est très important dans votre propos introductif. Vous avez parlé du Grevio. Le Grevio, c'est l'organisme auprès du Conseil de l'Europe qui est chargé du bon suivi et du bon respect des principes qui sont dans la Convention d'Istanbul par tous les États qui l'ont ratifiée. Et l'année dernière, la Turquie faisait partie des pays pour lesquels le Grevio devait rendre son rapport sur tous les cas où il n'y avait pas eu respect de la Convention d'Istanbul. Ce rapport concernant la Turquie n'est pas pour l'instant public, mais je l'attends, comme je l'attends sur d'autres pays qui ont ratifié, notamment des pays européens, parce qu'il faut absolument, pour que cela fonctionne et pour que cette convention soit utile et efficace, il faut avoir une évaluation et avoir éventuellement des sanctions s'il n'y a pas de respect.
C'est que le rapport, si je ne me trompe pas, c'était l'année dernière. Oui, Mais malgré ça, les rapporteurs, ça dure quelques mois, pas une année, non, un rapport. c'est ça. Donc il y a des raisons pour lesquelles le gouvernement d'Ankara met Le- sous embargo. Le gouvernement d'Ankara est souverain, mais ce que fait le Grevio et ce que fait le Conseil de l'Europe est quand même un signal important. Et il faut que tous les États qui sont membres du Conseil de l'Europe, comme l'Union européenne et tous les signataires de cette Convention d'Istanbul, jouent le jeu. Et ça, c'est une difficulté qu'on rencontre au sein de l'Union européenne. On fait des lois et elles ne sont plus respectées par les États membres. Comment après faire en sorte que les citoyens respectent eux-mêmes les propres lois si ceux qui sont censés quand même montrer l'exemple ne le font pas. Ça fait partie des sujets sur lesquels il faudra que nous travaillions, et notamment dans nos relations de travail avec le Grevio et avec les moyens qui peuvent être proposés à la Commission européenne pour s'assurer d'une bonne application, en tout cas pour les pays qui sont membres de l'Union. Pour ce qui est de la Turquie, on a cette question du fait que c'est un État souverain et on ne peut pas intervenir contre lui. En revanche, si le Conseil de l'Europe fait un certain nombre de résolutions pour montrer au monde entier la situation des violences faites aux femmes alors que ce pays l'a ratifié, je pense que ce sera une très mauvaise image et ça n'ira pas avec toute l'évolution et le fait que la Turquie a été pendant très longtemps un pays où le respect des droits de l'homme et des droits des femmes était bien plus en avant qu'un certain nombre de pays de l'Union européenne. On parle de droit de vote là. Le droit de l'homme. Non, droit de vote pour les femmes. C'est que la Turquie était en Moi, avant. j'étais sur les violences, donc j'étais sur les respects des droits humains. Oui, bon, ça, c'est discutable. Donc, vous appelez en fait pour que les autorités d'Ankara publient cet rapport. Ce n'est pas au gouvernement d'Ankara de le publier, c'est au Grevio et au Conseil de l'Europe. Ankara ne peut pas bloquer le rapport. Ne peut pas. Non. Bizarre. C'est l'intérêt du Grevio, c'est justement qu'il est indépendant. Ok, la Turquie Et elle ça est fera sous monitoring en partie plus du Conseil de l'Europe actuellement. Voilà, c'est ça. Donc ça va faire partie des choses sur lesquelles nous pouvons et nous devons exiger du Conseil de l'Europe qu'il publie en transparence les éléments de leur enquête. Surtout en fait sur peut-être deux sujets. Une, la violence faite aux femmes, en fait la forcing surtout faite aux femmes réfugiés en Turquie, les enfants, la maltraitance, surtout les femmes achetées. Il y a beaucoup d'articles sur ce sujet-là et aussi les crimes dits d'honneur. Peut-être vous pouvez dire quelques mots sur ce sujet-là. Ça fait partie de toutes les violences qui existent, qui sont là et qu'il faut combattre. Mais pour pouvoir les combattre, déjà, il faut que nous puissions avoir un droit pénal qui soit harmonisé partout au sein de l'Union européenne. Selon les pays, ce n'est pas considéré forcément comme un crime et l'échelle des peines n'est pas la même. Et ça, c'est pas normal. Donc ça entre complètement dans le champ à la fois des poursuites et de la façon dont on va pouvoir protéger les femmes ensuite et surtout poursuivre les criminels qui sont les auteurs de cela. Et sur la question des réfugiés, comme la question de l'accueil des réfugiés est réellement une compétence européenne, c'est la raison pour laquelle, dans la signature de la Convention d'Istanbul par le Conseil des États membres en juin de cette année, cette question-là y figure. Donc nous sommes assurés que sur la question de tout ce que vous avez raconté de crimes et de violences terribles qui ont été faites contre ces femmes, nous pourrons poursuivre ceux qui en sont les auteurs, où que ce soit en Union européenne. Et ça, c'est vraiment très important. Donc là, on va plutôt être pédagogique. Et pour quelqu'un qui nous regarde actuellement, qu'est-ce qui est dans cette convention? Sur quel sujet les personnes peuvent se plaindre pour faire valoir en fait ces droits tout à fait normaux, légitimes? Et le Grevio, de quelle façon elle peut
intervenir pour dire en fait quelle est la poursuite au cas où un État, une autorité ne respecte pas les articles qui découlent dans la Convention D'accord. d'Istanbul. Alors, dans la Convention d'Istanbul, vous avez une liste assez précise, mais pas fermée. C'est une liste ouverte, donc il peut y avoir d'autres formes de violences qui peuvent être ajoutées, de tout ce qui constitue des violences faites aux femmes. Donc ça va du harcèlement, ça va aussi aux violences via Internet, que nous avons voulu rajouter parce qu'à l'époque de la signature, ça n'était pas aussi répandu que maintenant, à des viols, à des meurtres, etc. Tout cela est prévu comme pénalement attaquable partout au sein de l'Union européenne. C'est la première chose. Ce que fait le Grevio, ce n'est pas l'organisme qui va protéger ces personnes et qui va aider ces femmes victimes. Ces femmes victimes, elles pourront, puisqu'elles sont victimes de violences bien identifiées partout, aller voir les autorités de police qui ont l'obligation de prendre en considération totale leur situation et ne plus faire comme on a connu pendant très longtemps des femmes qui allaient à un commissariat de police en disant « voilà, j'étais victime de violence » et il y arrivait que des policiers disaient « écoutez, ça va s'arranger, c'est qu'une mauvaise passe, peut-être qu'il avait bu un peu trop d'alcool, etc. » Ils ne pouvaient même pas déposer plainte. Ou bien il disait « va aller devant le tribunal ». Certains le disaient et d'autres ne le disaient pas. Maintenant, ils ont l'obligation de le faire. Vous rendez-vous compte qu'en 2017, on en est arrivé à un point où il a fallu avoir un texte pour s'assurer que ces femmes soient bien protégées. Donc ça, c'est le cas. Elles peuvent le faire et après, il y a tout le système policier, judiciaire, psychologique qui est là pour les accompagner. Dans le rapport, on a mis beaucoup d'éléments pour s'assurer d'une bonne formation dans tous les États de l'Union européenne pour pouvoir parfaitement accompagner ces femmes victimes de violences. Ce que fait le Grevio, c'est dès lors que notamment des associations d'aide aux femmes victimes de violences les saisissent en disant « on s'est rendu compte dans tel État, dans telle ville, que l'autorité de police ou que l'autorité judiciaire n'avait pas rempli et n'avait pas respecté les dispositions de protection et de poursuite de la personne incriminée, c'est à ce moment-là que le Grevio, dès lors qu'il est saisi par des associations, des personnes civiles, des institutions, il enquête sur un État. Donc c'est vraiment l'étape, le rôle du Grevio, c'est en cas de manquement par une institution d'un État des règles qui sont dans cette convention. Donc Grevio peut aller périodiquement, annuellement ou sur demande. Et il faut aussi dire qu'ils n'ont pas l'autorisation pour aller, pas besoin d'autorisation pour se rendre dans un pays, n'est-ce pas? Ils peuvent le faire dès lors qu'ils sont mandatés par le Conseil de l'Europe pour le faire, c'est-à-dire qu'ils collectent un certain nombre de demandes et ils en collectent beaucoup. Et le Grevio, ils ne sont pas très nombreux, il faut quand même le reconnaître. Donc ils n'ont pas des moyens d'action extrêmement... à mon avis, ils sont perfectibles et il faudrait qu'ils aient beaucoup plus de moyens. Dès lors qu'ils recensent les demandes, ils voient les plus urgentes et ils prennent la décision d'intervenir ou pas pour faire une enquête validée par le Conseil de l'Europe sur ce pays. À partir du moment où ils le font et où ça a été confirmé par le Conseil de l'Europe, ils ont une protection diplomatique qui leur permet d'enquêter dans le pays. Donc en fait, moi je voulais un peu dans ma tête voir s'ils ont le même pouvoir d'organes de CPT contre la torture dans les prisons, etc. ou pas. Ça veut dire ou si un État n'autorise pas, ne donne pas le feu vert, ils vont attendre. Si ils n'ont pas besoin, ils peuvent aller tout de suite. Ils ont beaucoup moins de garanties et de protection que ne l'a la Cour pénale internationale, ça c'est clair. Je pense que c'est encore... Il y a beaucoup de choses à parfaire sur les garanties du Grevio et c'est pour ça que dans ce que nous allons poursuivre comme travail au Parlement européen sur ce qu'on appelle le code de conduite, ça va être comment va s'articuler cette protection et ces poursuites au sein de l'Union européenne.
nous allons beaucoup travailler sur les moyens donnés aux Grevio parce qu'à mon sens, ils sont insuffisants et ils sont insuffisamment protégés pour pouvoir agir en toute capacité telles qu'elles sont prévues dans la Convention. Bon, pour moi, une question un peu peut-être déplacée. Économiquement, cette violence, en général des hommes, contre les femmes, coûte combien à la société? C'est une question pas très je aisée. suis désolée, je n'ai pas de chiffres pour cela. Je pense que cela coûte beaucoup, mais je pense surtout que la question économique, et nous l'avons pointé dans le rapport, est l'une des raisons pour lesquelles il y a autant de violence et il y a autant de femmes qui n'osent pas arrêter ce cycle terrible de violence parce qu'elles sont sous la domination économique de leurs compagnons. Mais Oui. je ne pourrais pas le chiffrer parce qu'à mon avis, les On chiffres qui parlait sont... de 250 milliards, ça coûte dans les États en fait membres de l'Union européenne Oui. Annuellement. Mhm. 250 milliards, ça coûte à la société. Et si on était entière. plus fort en matière de prévention et de poursuite, je pense que cela coûterait moins et surtout il y aurait moins de femmes qui mourraient chaque jour. Surtout. Parce qu'on parle de coût économique, mais c'est quoi le coût d'une vie? Une femme qui meurt tous les 3 jours, c'est quoi ce coût? Celui-là, il n'est pas estimé économiquement. Et Mais- pourtant, c'est le pire. Moi, je pense que j'ai trouvé les chiffres un peu dans votre rapport aussi. Oui, oui, mais Il y avait des chiffres. Hein, quand bien même, sûr qu'il y a des chiffres. Donc, j'ai pas sorti Mais le chiffre du coût d'une vie, Ouais. ce Bien que sûr, je veux non, bien dire, sûr. c'est que le coût économique, il est bien plus grand que celui-là. Quand des enfants se Tout à fait. retrouvent orphelins, on voit la situation que cela, pour eux, pour leur avenir, est terrible. C'est pour ça que j'ai Oui. hésité. La question, il faut. Elle est sortir. tout à fait délicate, mais c'est vrai que ça a un coût. Ouais. Donc pour ceux qui seraient purement économistes et qui s'intéresseraient purement à cette Ouais. question-là, on a tout intérêt à arrêter la violence faite aux femmes. Donc, une dernière message pour les femmes qui nous regardent de Moyen-Orient, du Kurdistan, de Turquie, etc. Que diriez-vous aujourd'hui où nous sommes, où vous êtes en fait au niveau de combat que vous amenez? C'est un combat qui est mondial, qui touche le monde entier et sur lequel tous les États, toutes les populations, toutes les associations doivent se mobiliser. Moi, j'ai plutôt rencontré les femmes du Maghreb, du bassin méditerranéen, proche du sud de la France notamment, et qui sont très engagées aussi et qui souhaiteraient pouvoir signer et ratifier la Convention d'Istanbul. Je pense qu'il faudrait que mondialement, il y ait cette signature et cette ratification, parce que cela donnerait des moyens énorme aux Grevio justement, dont on a pu se rendre compte que pour l'instant c'était encore trop limité. Et puis l'ONU a rendu un certain nombre de rapports qui sont extrêmement forts aussi sur la question. Donc il faut que toute la communauté internationale s'en saisisse. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, où le président Trump est en train de remettre en cause beaucoup de droits et de protection aux femmes, et notamment celles qui sont victimes de violences, c'est une situation pour laquelle les femmes du Moyen-Orient, du Kurdistan, de Turquie doivent se saisir, mais les femmes du monde entier doivent se saisir, et pas seulement les femmes, les hommes et les femmes. Et je suis ravie que vous m'interrogiez sur ces questions. Peut-être un mot sur les femmes qui combattent actuellement les djihadistes dans plusieurs villes, notamment à Raqqa. 30% c'est des femmes. Oui. Ça, c'est un peu nouveau au Moyen-Orient. Oui, c'est nouveau, mais ça démontre bien que l'égalité homme-femme, ce ne sont pas que des beaux discours, c'est la réalité. Et qu'une femme est aussi forte qu'un homme et a autant d'énergie qu'un homme. Et il n'y a aucune raison de la tuer parce qu'elle est femme. Et moi, je suis très reconnaissante envers le combat qu'elle mène. Merci. Merci Merci. beaucoup d'avoir participé à notre émission, Madame Christine Revaud-Dallon. Bonne foi et bon courage pour votre lutte dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Değerli izleyiciler, biz programımızın sonuna geldik. Programımızda özellikle kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlara karşı mücadele dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi üzerine durduk. 15 gün sonra farklı bir konu, farklı bir konuk ile buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.